Hola a todos, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne The Wanderlust Librarian où on parle de livres et de voyages. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la vidéo de cette semaine. On va enfin parler de la plus longue série de Sarah J. Maas, j'ai nommé Throne of Glass ou en version française Keleana. Alors j'ai déjà parlé de cette série dans certains bilans lecture du mois où je vous tenais quelque peu au courant de ma progression dans cette saga et il y a quelques jours j'ai fini le 7e tome, ça y est, enfin. Et même si j'ai pu avoir un avis quelque peu mitigé sur le début de cette série, je peux maintenant vous dire avec certitude que j'ai beaucoup aimé cette saga et que pour moi c'est une saga à lire. Alors oui, je sais, vous allez me dire, Alizée, il y a 7 tomes, plus une nouvelle, et même toi tu disais ne pas être si emballée par les 2 premiers tomes, donc quoi, on devrait faire un effort et lire toute cette saga. C'est bien un petit peu toute la raison de cette vidéo, on va en parler, ne vous en faites pas, on va parler des 2 premiers tomes qui sont un peu compliqués, comme de l'intrigue, des personnages, enfin de l'intrigue, pas trop, parce que oui, attention, je vous promets que dans cette vidéo, il ne va pas y avoir trop de spoil, je les ai quelque peu condensés ou en tout cas réunis dans une même partie. C'est pour ça d'ailleurs que de temps en temps je regarde vers le bas parce que j'ai mes notes juste devant moi pour être sûre que je ne me perds pas et que je n'en dise pas trop. On m'a déjà signalé que parfois mes stories Instagram pouvaient avoir quelques spoils, donc on va faire ultra attention pour cette vidéo cette semaine. Également, cette vidéo, elle est vraiment destinée à ceux qui hésitent de commencer Throne of Glass comme à ceux qui l'ont commencé et qui ne savent pas s'ils vont continuer. Voilà, elle est vraiment faite pour ces 2 types de lecteurs. Donc, que vous ayez déjà lu quelques tomes ou vous n'ayez rien lu, j'ai essayé de faire attention de vous donner envie de lire sans vous trop vous en dire en fonction de qui vous êtes. Et donc, de temps en temps, vous allez avoir des écrans noirs qui vont indiquer des indications. Faites bien attention, il y a des spoils qui sont réservés à certains auteurs. Mais avant tout, Keleana, de quoi ça parle? On plonge dans le royaume d'Aderlan, où la situation est devenue catastrophique. Le roi a conquis la moitié du continent, mis fin à la magie et il envoie tout opposant politique ou rebelle en camp de concentration où vraiment peu en ressortent. Seule la secte des assassins ose encore s'opposer au pouvoir du roi, mais les risques sont très grands et Keleana, l'assassineuse la plus connue du royaume, se retrouve envoyée aux galères. Pour gagner sa liberté, Keleana, elle va prendre place à un tournoi à mort dont l'unique survivant devra servir le roi pendant 4 ans. Mais quand les concurrents vont se mettre à mourir l'un après l'autre, de façon quelque peu mystérieuse, la jeune fille sent que son tour arrive. Des forces obscures sont à l'œuvre dans la cité royale et pour sauver sa peau, Keleana doit trouver des alliés à la cour du roi. Son entraîneur, le capitaine Kaol, ou encore le prince d'Orient qui l'a pris sous son aile, sont-ils dignes de sa confiance? Et que se passe-t-il vraiment à Aderlan? La menace est-elle celle que l'on pense? Bon, je vous avoue, j'ai légèrement réarrangé le synopsis du tome 1 que vous pouvez trouver sur Booknode. Mais ce qui a vraiment attrapé mon attention quand je pensais lire ou pas lire cette série, c'est l'occupation de Keleana. Keleana, c'est une assassineuse et j'ai trouvé ça vraiment bien plus intéressant, bien plus ambitieux même que les autres occupations des personnages principaux de Sarah J. Maas. Entre Feyre qui est chasseuse du dimanche pour nourrir sa famille et Bryce qui est secrétaire d'une galerie d'art, être une assassineuse professionnelle et que dis-je, être l'assassineuse la plus connue du royaume, c'est quand même vachement plus badass. En plus de ça, on a un tournoi à la Hunger Games et franchement dans ACOTAR, Sarah J. Maas a pu nous montrer sa créativité quand on parle d'épreuves dont il est question de vie ou de mort. Donc juste avec ça, juste avec ces 2 éléments, ça m'a un petit peu mis l'eau à la bouche et j'ai plongé, voilà, j'ai sauté le pas et j'ai commencé à lire cette série. Sauf que, parce que oui, je vous fais une chronique positive, mais on va quand même parler un petit peu du négatif et pour moi ce sera les 2 premiers tomes. J'ai eu un avis assez mitigé sur cette lecture. Ma critique initiale, c'est que les 2 premiers tomes de cette saga que vous avez ici auraient pu être un premier tome parce que il n'y a pas beaucoup d'action. Il se passe pas grand chose.
Ils m'ont paru d'ailleurs un petit peu longs, même s'ils font respectivement 400 et 420 pages, ce qui est assez correct pour un début de série de fantasy. Mais est-ce qu'on peut dire qu'ils sont mauvais? La première chose qu'il faut se dire quand vous attaquez cette série, c'est que c'est la première série que Sarah J. Maas a publiée, et donc ce premier tome, c'est son premier livre ever. Alors, il n'y en a pas eu avant, elle n'a pas pu tester un petit peu le lectorat et avoir du feedback autre que celui de son éditeur sur sa plume. Et en plus de ça, on a quand même une histoire ultra complexe. Et donc Sarah J. Maas, 11 ans en arrière, est-ce qu'elle aurait pu faire mieux? Je ne sais pas. Et puis, nos amis écrivains le savent, on a beau peaufiner un manuscrit, à un moment donné, il faut le publier et voir si ça passe ou si ça casse. Donc voilà, ce premier tome et celui qui suit après, c'est vraiment les débuts de Sarah J. Maas, donc un petit peu plus de clémence, et gardez ça en tête quand vous lisez, je pense que ça aide à la lecture parce que c'est pas si mauvais que ça. Il y a juste quelques lenteurs, quelques maladresses et peut-être quelques facilités de scénario, mais bon, la facilité de scénario, il y en a dans tous les livres en ce moment, dans toutes les fantaisies. Une petite question que je me pose, c'est est-ce que Sarah J. Maas fera comme Samantha Shannon, c'est-à-dire réécrire ses premiers tomes de sa série? Samantha Shannon est en train de faire ça pour The Bone Season, où il me semble qu'elle réécrit les 3 premiers tomes. Donc, est-ce que Sarah J. Maas va faire la même chose? Je ne sais pas, ça pourrait être intéressant, mais voilà, ce sont pas des romans si mauvais que ça. C'est plus un vrai début d'écrivain, et pour ceux qui ont commencé à lire Sarah J. Maas avec ACOTAR ou Crescent City, oui, il y a un écart de plume qui, au final, est tout à fait normal. Maintenant que j'ai fini la série avec ce 7e tome, je peux vous dire que les 2 premiers tomes ont quand même leur importance dans la construction des personnages et de l'univers. On va y revenir dans quelques minutes, je crois, mais il y a tellement d'indices dans ces 2 premiers tomes. Même une anecdote qui vous semble un petit peu là pour combler du vide, en fait, c'est pas une anecdote si anodine que ça, et elle va faire sens, on va dire « Ah oui, c'est vrai !» 6 tomes plus tard, quoi. Donc, ces tomes sont utiles. Ce qui est aussi agréable, c'est que comme on est dans une série avec beaucoup de personnages, et bien ces 2 premiers tomes se concentrent que sur 3, 4, et donc ça nous permet de nous familiariser avec ce trio de départ avant qu'on ajoute d'autres personnages essentiels à l'intrigue. D'ailleurs, je pense que quand je relirai cette série, j'apprécierai encore plus ces 2 premiers tomes qui, voilà, franchement, passer au-dessus, ils ont leur place dans l'histoire, ça fera sens après, je trouve. Si le premier et ou le second tome ne vous ont pas convaincu et que vous hésitez à lire la suite de Throne of Glass, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire aller sur Wikifandom et vous spoiler l'histoire de certains personnages, ou vous pouvez prendre mon sacrifice comme acquis et me faire confiance quand je vous dis que ça vaut le coup. Dès le tome 3, l'intrigue va prendre de l'ampleur, on a plus d'action, plus de personnages, plus d'arcs qui se mettent en place, et il y a surtout un gros développement sur le personnage de Keleana, que non, personne n'avait vu venir, mais qui fait beaucoup de bien. Au niveau de l'intrigue, comme je vous le disais, ça s'étoffe beaucoup, la fresque va prendre beaucoup plus d'ampleur. Du tome 3 au tome 6, on enchaîne vraiment les péripéties et les révélations. On a toujours quelques combats de Keleana, l'assassineuse, mais il y a aussi plein de nouveaux éléments et on va parler de destin, de noblesse, de sacrifice et j'en passe. Bref, on s'éloigne vraiment du résumé du premier tome. Et heureusement, parce que je ne pense pas que j'aurais pu lire 7 tomes sur Keleana, l'assassineuse du roi colonialiste. Mon tome préféré, c'est celui-ci, ce tome 5, qui s'appelle en anglais Empire of Storms. Juste le cliffhanger de ce tome est à tomber. J'étais très frustrée de la fin de ce roman. Je crois que j'ai un petit peu crié d'ailleurs ma frustration sur Instagram quand j'ai lu ça. C'est vraiment ce tome qui m'a poussée à finir la série aussi vite. D'habitude, j'aime bien prendre mon temps quand je lis des séries. Là non, je les ai vraiment enchaînées. Le tome 5, 6 et 7, je les ai enchaînés. Donc voilà, je pense que si le tome 1 et 2 sont un petit peu lents, après vous avez le tome 3 et 4 où ça commence à monter. Le tome 5 pour moi c'est vraiment le meilleur roman de la série, le climax, l'apogée, tout ce que vous voulez. Après on redescend avec le tome 6, mais ça c'est à cause d'un personnage que j'ai pas aimé. Et après on remonte avec le tome 7 qui est quand même super gros et voilà, je vous en parlerai plus tard du tome 7, mais il y a énormément de péripéties là-dedans. C'est une fin parfaite, exceptionnelle. Je n'ai pas de mots pour tout ce qui se passe dans ce magnifique
tome 7 et malheureusement je peux pas vous en parler parce que certains vont crier au spoil. Donc si je ne peux pas vous parler de l'intrigue de cette saga sans me brûler quelques plumes, on va parler des personnages. Je pense que c'est un terrain un petit peu plus safe au niveau des personnages. Donc comme je vous disais, on commence avec un trio, voire un quatuor de personnages principaux, mais le casting va vraiment s'étoffer au fur et à mesure des tomes et au point qu'on va avoir à la fin une vraie fresque de personnages, de vie, d'histoire et d'intrigue. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant mais également très ambitieux de la part de Sarajimas qui, rappelons-nous, écrit sa première série. Je vous avoue que quand j'ai vu les personnages arriver à la suite, j'ai eu peur de m'y perdre comme ça a été le cas un petit peu dans Crescent City 2, mais honnêtement, et à ma plus grande surprise d'ailleurs, ça n'a absolument pas été le cas. J'ai trouvé que dans Throne of Glass, Sarajimas prenait vraiment le temps de construire ses personnages et de nous les introduire. Elle va vraiment introduire chaque personnage les uns après les autres, mais également chaque type de personnage. Donc si un personnage est un humain, on va savoir qu'est-ce qui fait que c'est un humain. Si c'est une sorcière, on va savoir voilà, quelles sont les caractéristiques des sorcières et ainsi de suite, et c'est vraiment appréciable. Elle prend ce temps avec ses personnages au point qu'elle dédie certains romans à des personnages plus ou moins clés. Je pense notamment au tome 6 qu'elle dédie à Kaol, un personnage que personnellement je déteste, mais pourquoi pas. Et ça permet en fait de vraiment suivre deux arcs de l'histoire sans déjà sortir un gros roman de 2000 pages et sans aussi perdre le lecteur. Donc que du positif dans la manière que Sarajimas a à gérer ses personnages, et même si on a beaucoup de personnages, pour moi aucun ne se sont perdus dans la masse, ce qui encore une fois m'est arrivé dans les autres séries de Sarajimas alors qu'elles sont plus courtes que Throne of Glass. Donc gros bonus. En plus de ça, on a aussi un groupe de vilains ultra cohésifs. En tout cas, j'ai trouvé qu'ils avaient chacun différentes profondeurs, mais que ça fonctionnait très bien avec l'intrigue et qu'ils avaient tous un petit peu leur place. Elle n'a pas créé des vilains pour remplir un trou. J'ai trouvé ça intéressant, la manière dont ils se différencient de par leur motivation, leurs moyens d'agir également et puis leurs attachements sentimentaux. Est-ce qu'il y a eu quelques facilités de scénario pour aider ces méchants à faire des trucs vraiment pas cool ou pour aider nos héros à combattre ces méchants? Peut-être, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce petit groupe de vilains. Si vous avez vu d'ailleurs ma vidéo où je classe les personnages de Sarajimas, vous savez que j'ai des personnages que j'adore comme des personnages que je déteste. Et celui que je vais renier jusqu'à la fin de ma vie de lectrice, je pense, c'est Kaol, que j'avais déjà du mal à apprécier dans les premiers tomes, mais avec le tome 4, voilà, je le déteste. Est-ce que je l'ai un petit peu plus apprécié avec le tome 6? Je pense qu'à ce moment-là, j'étais juste résignée. Sarajimas, elle a dit dans un interview que Kaol c'est son personnage préféré. Donc elle va clairement pas le tuer pour le plaisir de certains lecteurs. Donc c'est un personnage important à l'intrigue, cool, mais moins je le vois, mieux je me porte. Et vu tous les persos qui se retrouvent dans le tome 7, c'est un petit peu le cas, j'ai eu ce que je voulais, donc même si j'aime pas ce personnage, ça n'a pas été un point bloquant pour moi pour profiter de ma lecture. Bon, parlons maintenant d'un personnage qui est ultra important à Throne of Glass dans son ensemble, j'ai nommé Keleana, et si vous n'avez pas commencé la série, vous avez 3 secondes pour passer au prochain chapitre de la vidéo. Celeana et Aelin, et franchement, qui ne l'avait pas vu venir dans le tome 2? Certainement pas moi. Le trope de la double identité, je trouve que c'est quelque chose de très fréquent dans la fantasy, et donc voilà, ça m'a pas trop surprise, mais j'ai quand même beaucoup apprécié cette dualité dans le personnage d'Aelin et comment elle a du mal d'ailleurs à concilier ces deux identités. Donc Aelin, c'est définitivement un personnage que je préfère à Feyre ou encore à Bryce. Je la trouve bien plus indépendante, elle a un répondant que j'ai juste adoré. Elle a tellement de ça, c'était parfait. Et puis elle a une telle confiance en elle que c'en est inspirant d'une certaine manière. À chaque fois que je lisais un point de vue Aelin, j'étais toujours de bonne humeur. Bon,
sauf quand la situation était pas top joyeuse et que everything was going to shit. Mais sinon, à chaque fois que je lisais un point de vue sur Aileen, j'avais envie de sauter au plafond, elle me mettait tellement de bonne humeur, je faisais que rire à sa manière d'interagir avec les autres personnages et en fait de faire ce qu'elle avait envie de faire. Voilà, je la surkiffe, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Aileen, c'est aussi une mastermind et même si parfois j'étais là, ok, ce plan, tu l'avais dans ta tête depuis genre 3 mois, t'en as parlé à personne et maintenant que vous êtes dans une position difficile, boum, ton plan il se met en place et il y a quelque chose qui fait que vous êtes sauvé. Un petit peu facile au niveau du scénario, non vous trouvez pas? Il y a quand même une simplicité de scénario, mais en même temps c'était vachement cohérent avec le personnage d'Aileen. Le fait qu'elle garde ses plans pour elle-même, qu'elle n'en parle à personne. Un petit peu dommage que le lecteur ne soit pas au courant parce que bon, on suit ta vie depuis le début de la saga, tu peux nous faire confiance à nous. Ça fait quand même sens, dans son ensemble ça fait sens et même ça rajoute un certain dynamisme à l'histoire, ça fait qu'on a des hauts et des bas, qu'il y a des moments où on se dit ça y est, c'est fini, c'est désespéré, on va pas s'en sortir et boum, grosse surprise, le cœur qui bat la chamballe, tout va bien en fait et vive Aileen. Voilà, ça crée tout ce dynamisme super intéressant et puis ça fait aussi d'Aileen un énorme symbole pour l'histoire. Ça participe en fait à la construction de son mythe et du coup du personnage. Mais le point qui fait que j'ai vraiment apprécié ce personnage, c'est que malgré tout, Aileen est capable de montrer sa vulnérabilité et je trouve que c'est super important pour un personnage de réussir à montrer sa faiblesse, à montrer ses doutes, à montrer ses peurs et voilà, on a des moments super mignons, super poignants avec Aileen, notamment quand elle est avec Rowan et qui font que j'ai pleuré de temps en temps à plusieurs reprises, à grosses larmes. Voilà, un personnage du coup que j'ai beaucoup apprécié, que je préfère définitivement à Bryce et Fer et avec qui je rêverais de faire une soirée pyjama comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. Surtout si la soirée pyjama se fait avec Lysandra et Manon également. Alors, on a parlé de l'évolution du rythme d'un tome à l'autre, on a parlé des personnages, on n'a pas trop parlé de l'intrigue, mais ça, c'est pour ne rien vous spoiler. Parlons donc maintenant de l'univers mis en place dans Throne of Glass. Même si dans les romans, on va parler principalement d'Adarlan ou de Terrasen, il y a quand même une tentative de la part de Sarah J. Maas de créer un monde géopolitiquement complexe avec différents continents, différents pays et des pays riches et variés. D'ailleurs, pour certains pays, on va avoir l'histoire du pays, un petit peu tout le background derrière ça. On va aussi voir qu'il y a différents systèmes politiques, différents systèmes de magie, différentes mythologies, différents dieux, différentes croyances. Bref, elle nous crée un monde qui a du relief, de la couleur et qui, du coup, je pense, donne l'opportunité à Sarah J. Maas de créer beaucoup d'histoires dans ce monde-là. Un petit peu comme a pu le faire J.K. Rowling par exemple avec le monde d'Harry Potter et les animaux fantastiques. Pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était une tentative d'un monde géopolitiquement complexe? Parce qu'on est quand même en dessous d'un univers tel que The Witch King ou encore Samantha Shannon. Il y a beaucoup de pays dont on n'a pas entendu parler ou dont leur impact sur la scène politique semble être nul. Zéro, niet. En même temps c'est un petit peu facile parce que rappelez-vous, on a quand même un roi qui a conquéri plus de la moitié d'un continent. Donc si la moitié d'un continent est sous le joug d'un pays, oui il y a moins de relations politiques, enfin lisez. Je suis bête. Mais bref, voilà. Ça reste quand même un univers très intéressant que j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, je trouve qu'il y a des débuts d'idées ou des éléments qu'on a dans cet univers de Throne of Glass qu'on va retrouver dans ACOTAR et Crescent City sans forcément parler d'un multiverse. Est-ce que c'était vraiment un multiverse déjà pensé aussitôt dans la carrière de Sarah J. Maas ou est-ce que ce sont des éléments qui font partie de la marque de fabrique Sarah J. Maas? Qui sait? D'ailleurs, si vous avez quelques questions sur le multiverse à la Sarah J. Maas, on m'a demandé de faire une vidéo pour récap un petit peu tous les liens entre Throne of Glass, ACOTAR et Crescent City. Il faut que je finisse un petit peu mes recherches sur ça, mais je vous sortirai du coup très certainement une vidéo avant la sortie de Crescent City
VO, donc d'ici janvier 2024. Si vous ne voulez pas louper cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc dans ces éléments un petit peu communs que j'ai beaucoup apprécié du coup dans Throne of Glass, ça va être âme sœur. J'ai trouvé que c'était différent de ce qu'on avait dans ACOTAR ou encore Crescent City, que ça avait même plus de sens dans l'intrigue et dans l'univers que ACOTAR. C'était différent, c'était pas que lié à trouver son mate ou quoi que ce soit, donc j'ai trouvé ça très intéressant. On a aussi cette diversité de pouvoirs qui fait qu'on se pose des questions, et puis tous les différents clans et espèces qu'on va rencontrer. Mais je garde tout ça du coup pour cette prochaine vidéo. Enfin, vu que je vous fais une chronique sur une saga, je ne peux pas ne pas parler du dernier tome. Ce qui me freine généralement à commencer des séries aussi longues, que ce soit des séries TV ou des séries littéraires, c'est est-ce qu'on va garder la même qualité de storytelling tout au long de la série, et est-ce que la fin va être une fin logique ou une fin écrite pour contenter les lecteurs. C'est un petit peu toujours mon inquiétude, et je vous avoue que j'ai été assez satisfaite de ce dernier tome, de ce fameux tome 7, qui est ultra gros, mais qui pour moi conclut un petit peu tout, un petit peu toute l'histoire. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on n'oublie aucun personnage. Il y a eu beaucoup de personnages qui nous ont été introduits et ils rencontrent tous quelque peu leur fin, et donc pour moi ce dernier tome est à la hauteur de la série Throne of Glass et de Sarah J. Maas. Comme on a dit, pas de spoil, je peux pas vous en dire plus sur ce dernier tome. Par contre, si vous avez lu Kingdom of Ash, je vous laisse avec un petit vlog lecture. Bon, je suis en train d'éditer cette vidéo et ça fait 3 jours que je suis dessus. Elle est déjà assez longue, donc au lieu de vous mettre le vlog lecture à la suite, je vais en faire une seconde vidéo. Comme ça, ceux qui ont vraiment lu ce tome 7 peuvent y accéder sans aucun risque de spoiler, mais en même temps, ça évite de rallonger cette vidéo et de risquer que certains auditeurs entendent des choses qu'ils ne doivent pas entendre pour continuer leur lecture. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour voir cette vidéo qui sera mise en ligne le même jour normalement que cet avis saga, et j'espère que ce vlog de lecture vous fera plaisir. Bon voilà, c'était du coup mon analyse quelque peu plus poussée de Throne of Glass sans pour autant trop vous spoiler, donc je n'ai pas pu m'attaquer à l'intrigue de la saga. Et j'espère en tout cas vous avoir donné envie de lire cette série. Si vous cherchez vraiment de la fantasy avec des personnages forts et hauts en couleur, des relations d'amitié assez fortes, des conflits d'intérêts et ce combat un petit peu unanime contre le mal, je pense que ça va vous plaire. C'est un concentré d'émotions, je l'ai lu avec Amélie et Coco, 2 amies Bookstagram, et on a tous un petit peu pleuré ou crié au bouquin de frustration par rapport à certains personnages. Mais voilà, ça vaut le coup. Encore une fois, soyez clément avec ces 2 premiers tomes, et j'espère que une fois passé ces 2 premiers tomes, vous apprécierez bien l'histoire qui est extrêmement complexe, mais que j'ai trouvé super intéressante et vraiment bien construite. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu juste sous la vidéo, et surtout à venir me voir dans les commentaires pour me dire où vous en êtes dans la série Sarah J. Maas. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon retour? Je sais que j'ai un retour quand même bien positif, et donc si vous avez abandonné Kelana, je serais intéressée de savoir pourquoi. Sur cette chaîne YouTube, je sors une vidéo livresque tous les samedis. Je suis également en train d'éditer mon vlog sur mon voyage en Norvège qui devrait sortir un mercredi prochain. Voilà, donnez-moi encore une semaine je pense pour trier toutes mes vidéos, et ce sera en ligne pour ceux et celles qui veulent voir les beaux paysages de la Norvège. Merci d'être passé, à la semaine prochaine pour une autre vidéo livresque. Ciao!